Bonjour donc à toutes et à tous. Donc je suis très contente de pouvoir participer, même si c'est qu'à distance à ce moment d'échange. J'ai un peu changé la question que vous m'avez posée, qui était justement question éthique soulevée par la collecte et donc de la donnée, et je l'ai transformée en plutôt question citoyenne soulevée par la collecte de la donnée, avec une acception un petit peu plus large. Alors, je vérifie quand même avant de continuer mon propos si tout le monde m'entend bien et si je peux poursuivre comme il convient. Oui, je vois un peu ce que c'est, parfait. Et je vais rentrer en fait, avant de parler du ZAE, de sa direction citoyenne, de ce que l'on met en place pour l'ensemble de la société civile et les associations de patients, rentrer par un exemple qui est vraiment directement adapté aux entrepôts de données de santé. France Assos Santé, c'est un collectif interassociatif qui regroupe 85 associations membres, parmi lesquelles la Ligue contre le cancer, la Fédération française des diabétiques. Il y a aussi des associations d'environnement, des associations de consommation, avec l'UFC Que Choisir, par exemple. France Assos Santé, c'est un partenaire du Health Data Hub et tout particulièrement de la direction citoyenne que je représente. Et dans ce cadre-là, ils ont levé le doigt. Ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, il y a des membres de chez nous qui sont dans des comités, lesquels, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, ils sont dans des comités, qui sont probablement dans des entrepôts de données de santé. Et on a une difficulté, c'est qu'ils se plaignent ou font état de difficultés de leur place dans ces comités. Et on aimerait, que vous puissiez nous aider à les accompagner, à comprendre déjà ce qui se passe, à nous aider évidemment à ce qu'ils aient une place confortable. Ça, c'est le propre de France Assos Santé et c'est bien normal, hein, il en va de la loi de démocratie en santé. On veut un siège dans les différentes instances, mais en plus, si possible, faire en sorte que ce ne soit pas le strapontin, qu'on y soit bien à l'aise et de trouver notre place. Et ils nous ont dit, voilà, accompagnez-nous dans ce besoin-là. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, on va faire un premier point, c'est qu'on va déjà interroger ces premières personnes qui ont manifesté finalement un inconfort de leur place dans ces comités et vous tenter de comprendre ce qui se passe pour après adapter une méthodologie de dialogue, d'écoute qui sera adaptée pour pouvoir répondre à leurs besoins. Le premier résultat en fait qui est apparu et que j'ai trouvé franchement intéressant et qui ne dévalorise absolument pas les personnes qui nous ont fait état de leur malaise dans ces comités, c'est qu'en fait, premièrement, ils n'étaient pas véritablement en mesure de nous dire dans quel comité ils étaient. Comité de protection des personnes, comité de pilotage, comité scientifique, éthique, etc. Finalement, ils sont dans des comités, mais ils ont un petit peu oublié où est-ce que c'était. Et puis alors, un petit peu mieux que ça, c'est-à-dire ils nous parlaient finalement des comités a priori qui étaient dans des entrepôts de données de santé, et pour certains d'entre eux, en fait, il ne s'agissait pas du tout de ce comité en question. Ça dit un résultat, ça dit des fois que, est-ce qu'ils sont finalement si bien accompagnés? Ils sont présents, ils savent pourquoi ils sont présents dans ces comités. Souvent, c'est à peu près la même chose, c'est défendre l'intérêt public. Mais pour autant, où sont-ils? Et avons-nous pris le temps de la pédagogie de leur expliquer là où ils étaient? Ce n'est pas certain, la preuve en est. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer pour répondre à leurs besoins, et un besoin qui était de trouver un peu mieux leur place dans ces différents comités. On s'est dit déjà qu'on allait resserrer le champ, qu'on allait regarder les comités éthiques et scientifiques des entrepôts de données de santé, parce qu'en fait, il y a plein de types de comités et plein d'autres types d'instances. Donc, on s'est plutôt, fort de certaines discussions, concentré là-dessus. Et on s'est dit qu'on allait faire une concertation. L'objectif de la concertation, c'est de faire discuter tous les acteurs, à la fois les patients, les usagers, en tout cas les représentants des usagers du système de santé qui sont dans les comités, mais aussi ceux qui n'y sont pas, souhaiteraient y être, mais aussi ceux qui n'y sont pas et ne connaissent rien au sujet. Et puis, bien entendu, de l'autre côté, ceux qui organisent, gèrent ces entrepôts, gèrent ces comités éthiques et scientifiques, et même plus que ceux qui les gèrent, ceux qui sont autour de la table, les data scientists, les juristes, les éthiciens, etc. Cette concertation, elle s'est déroulée sur un an, elle a commencé en juillet dernier, elle s'est terminée. Elle a procédé en plusieurs temps, à la fois des échanges en bilatéral,
mais aussi avec beaucoup d'ateliers, des ateliers qui étaient animés sous forme un petit peu de design thinking, avec une fameuse façon d'animer qui sont des plans sur lesquels chacun travaille, etc. Ça, c'était presque un objet intermédiaire pour faire dialoguer les gens et ne pas être dans la difficulté de communication, mais au contraire, une confrontation peut-être de point de vue, mais qui reste en tout cas dans un cadre bienveillant et serein. L'idée, c'était pas d'encourager davantage la tension. Au contraire, c'était de pouvoir la diminuer, de trouver ensemble de solutions. Il ressort de quoi de cette concertation et donc des 60 acteurs qui ont été impliqués, qui ont été écoutés dans ce cadre-là? Eh bien, il en ressort une offre de service qui est à la fois à destination des usagers, mais aussi à destination de ceux qui gèrent les entrepôts. La première chose, c'est qu'on a mis en place une fiche mission. La fiche mission, on peut se dire, alors une fiche mission du rôle de l'usager dans ces comités éthiques et scientifiques. Je ne vais pas mâcher mes mots. Euh, L'une des principales choses que nous a demandé les usagers, c'est quand je lève le doigt dans le cadre de ce comité, je veux qu'on m'écoute. Je veux que le médecin ne me regarde pas de travers et qu'il arrête de me considérer, je vais être un petit peu vulgaire, comme un chieur. J'ai des choses à dire, je l'ai dit à ma façon, mais il faut que je puisse trouver ma place et qu'on arrête de me faire sous-entendre que je ne l'ai peut-être pas tellement. D'un autre côté, de l'autre côté, les médecins ou autres personnes de ces comités nous disaient oui, c'est bien gentil, mais moi, parfois, on me fait perdre du temps parce que le patient, il part d'une certaine façon et puis parfois, ça sort un peu du cadre et puis il me demande de lui expliquer des choses, etc. et ça devient long. Donc, il fallait entendre les besoins, les contraintes de chacun. Des choses aussi d'ailleurs que parfois, on ne dit pas en fait dans un collectif tel que là, je viens de le dire. Vous voyez la difficulté que ça peut être pour eux d'exprimer ces choses-là. Donc, la fiche mission, c'était on rappelle le rôle des usagers. Et ça peut paraître être le rôle des usagers dans un comité éthique et scientifique. Ça peut paraître être un lieu commun. Parce qu'en fait, c'est évident pour tout le monde. Mais ça a beau être évident, la fiche mission a cette force que de le rappeler et de l'objectiver à nouveau. Oui, l'usager est présent pour notamment, mais pas seulement, faire état de son sentiment et de son expérience sur ce qu'il considère, s'il considère que le dossier qui est déposé pour pouvoir accéder aux données est bien, selon lui, d'utilité publique et d'intérêt public, donc qui va améliorer la santé de tous. Et ça, c'est aussi bon pour lui de bien se le rappeler. Pourquoi ? Parce que certains nous ont aussi dit, en toute confidence, qu'à la fin, à force d'être dans les comités, ils finissent par défendre leur propre association et donc leur propre pathologie, en oubliant, c'est vrai, de redéfendre un collectif. Et puis, du côté des médecins, c'est de dire, oui, il va peut-être falloir faire preuve d'ouverture et de se rappeler qu'ils sont là et que c'est pas pour rien, bien sûr, on sait qu'ils ont une importance. Mais est-ce qu'on peut se rappeler quelle est cette importance ? Donc, cette fiche mission, elle existe et elle sert finalement aux deux. Il y a eu une deuxième chose que je trouve vraiment importante et impactante, c'est une formation citoyenne aux entrepôts de données de santé. Ce que l'on a constaté, c'est que ceux qui viennent, je vous l'ai dit tout à l'heure, les usagers dans les entrepôts, et vous leur demandez c'est quoi un entrepôt de données de santé. C'est bien simple, ils ne savent pas vous le dire en fait. Et puis c'est quoi le comité éthique et scientifique et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comité? Ils ne savent pas vraiment vous le dire non plus. C'est pas très clair pour eux. Ils vont vous raconter que c'est quelque chose de complexe et c'est beaucoup de tuyauterie. A priori, je pense que c'est pas tout à fait ça, un entrepôt de données de santé. Et puis, vous allez avoir les gestionnaires de ces entrepôts qui vont vous dire, oui, oui, très bien, mais moi, c'est vrai que je pensais qu'ils le savaient et j'ai pas pris le temps d'expliquer. Et puis, si je commence à prendre le temps, j'ai plus le temps du reste. Donc, cette formation, elle a également pour objectif, donc c'est une formation en 3 modules qui va être mis en ligne là dans une semaine. Sur notre site internet, sur le site internet également de France Assos Santé, qui est en partenariat avec la CNIL et avec la PHP. Et son objectif, c'est d'expliquer en toute simplicité ce qu'est un entrepôt de données de santé. Alors, on l'explique qu'il y a 3 modules. Il y a d'abord, avant d'expliquer ce que c'est, on a décidé ensemble et collectivement d'expliquer à quoi ça sert. C'est la question à laquelle les usagers voulaient vraiment qu'on réponde en premier. La deuxième, ils voulaient avoir une idée cette fois-ci, oui, en effet, de la tuyauterie. Comment ça fonctionne concrètement? C'est quoi les branchements? Techniquement, quel est le sujet? Et puis le 3e module, c'est de ne pas oublier que derrière les machines, il y a des hommes, qu'il y a en fait des équipes
qu'il y a du travail en équipe. Et qui sont-ils et comment ça fonctionne? Eh bien voilà la déclinaison de ces 3 modules. Et l'objectif, c'est que le Health Data Hub et France Assos Santé mettent à disposition évidemment cette formation, mais plus que ça, la dispensent à ceux qui le souhaitent. Elle sera en accès libre, et pour ceux qui voudraient évidemment qu'on mette en tout cas la voix sur ces supports, qui sont des supports PowerPoint très, très simples, hein, eh bien évidemment, on sera présent pour ça. Et ça rend service à la fois à l'usager qui va pouvoir être formé soit parce qu'il est déjà dans ces comités éthiques et scientifiques et qu'il aurait besoin de cette petite mise à niveau, soit pour ceux qui voudraient potentiellement y aller et qui hésitent et qui se demandent finalement ce que c'est. Et ça aide bien entendu ceux qui gèrent les entrepôts de données de santé, qui n'ont pas nécessairement toujours le temps de cette pédagogie, parce que mine de rien, tout cumuler ces 3 modules, ça va faire 1h30, si on pense les questions-réponses, etc. On va être plutôt sur du 2 heures, voire du 3 heures. Et bien voilà, c'est du temps qu'on consacre finalement à ces usagers, et ça, c'est absolument important. Et puis, il y a un troisième point dans finalement ce à quoi a donné lieu cette concertation, c'est qu'on va aider en fait les gestionnaires de ces entrepôts de données de santé, et notamment qui animent ces CSE, ces comités éthiques et scientifiques, eh bien, de faire le recrutement qui va bien. Parce que aussi souvent, à la fois les usagers se plaignaient, vous avez des comités, mais il n'y a pas les usagers. Qu'est-ce que vous faites? Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui les gèrent et qui disent, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment les recruter. À quelle porte je toque? C'est une vraie question. Donc France Assos Santé a décidé de mettre en place un service où il aidera au recrutement, c'est-à-dire aider le gestionnaire à trouver les usagers qui déjà souhaiteraient l'intégrer, et puis faire des propositions et être un peu un intermédiaire pour pouvoir faire se rencontrer l'ensemble de ces personnes. Donc ça donne déjà une idée de comment aujourd'hui, notamment auprès de France Assos Santé, le sujet des entrepôts de données de santé est pris. Alors, ça me permet maintenant de faire un petit point, même si je vois que le temps file, donc je vais le faire cette fois juste en quelques minutes, de comment la question citoyenne est abordée par le Health Data Hub. Alors, elle est abordée parce qu'il y a une direction citoyenne du Health Data Hub. Alors ça, c'est un peu particulier parce que dans la majorité des structures publiques, il n'y a pas de direction citoyenne. Vous pouvez avoir une direction de la communication et vous allez, sinon, dans certaines structures, avoir une direction de l'ouverture et de la transparence. Les directions de l'ouverture et de la transparence, en général, ce sont dans des structures qui exploitent elles-mêmes la donnée et qui ont, parce que c'est inscrit dans la loi, l'obligation de restituer leur expertise auprès du public. Et on ne peut pas la restituer n'importe comment, donc on en passe par une direction de la transparence qui sait mettre en place une animation pour en rendre compte. La direction de la communication, elle fait autre chose. Donc qu'est-ce que fait cette direction, nous, citoyenne, donc, qui est un petit peu innovante dans le paysage, en tout cas des structures publiques qui a trait donc au sujet des données de santé? Eh bien, on a déjà un objectif qui est inscrit dans la loi, qui est d'informer les personnes sur les droits qu'elles ont vis-à-vis des données de santé et donc des projets qui sont menés avec leurs données. En l'occurrence, les données du Système national des données de santé, à entendre au sens historique, mais aussi au sens large. Et qu'est-ce que l'on fait précisément? Eh bien, on fait à la fois de l'information, on informe, mais alors on n'informe pas nécessairement directement sur les droits. Parce qu'on sait bien qu'une bonne information, c'est d'abord une information qui aura passé le stade de l'acculturation au sujet des données de santé. Je ne vais pas non plus mâcher mes mots. Une partie de la population, quand vous leur parlez des données de santé, et donc ce que l'on pourrait faire avec les données de santé, eh bien elle voit une blouse blanche, une personne avec une pipette et qui invente le nouveau vaccin. Elle n'a pas nécessairement idée de ce champ des possibles de l'utilisation des données de santé, d'études épidémiologiques, etc. Eh bien, l'information, avant d'informer sur les droits que les personnes ont vis-à-vis de ces données de santé, avant de faire une communication poussée là-dessus, et avant peut-être même d'effrayer les personnes, ou en tout cas de faire en sorte que ces droits aient du sens pour eux, il faut absolument les informer sur l'existence même de l'intérêt ou de l'existence en fait de ces données pour la recherche. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'un entrepôt est venu nous voir, c'était l'entrepôt du CHU de Rouen, et qui nous a dit, voilà, j'ai mon entrepôt, la CNIL me demande de faire de l'information sur l'existence même de celui-ci. On a entamé un premier travail, qui est un travail avec le texte de loi qui dit que l'entrepôt fait ceci, cela, etc., à des fins de finalité, ceci, cela. On a fait des affiches, des flyers. Et d'ailleurs, on les a même fait
et on fait bien les choses, avec des associations de patients. Mais on a le sentiment que ce n'est pas suffisant. Et donc, j'étais évidemment d'accord avec eux, parce que je suis absolument convaincue que si on n'informe pas d'abord les gens sur le fait qu'il y a des données qui peuvent servir à la recherche, je ne vois pas comment on peut les informer de l'existence des entrepôts de données de santé, où déjà le terme est quand même assez complexe. Donc, il faut en passer par cette acculturation pour toucher un maximum de personnes. Et donc, pour ça, on a mis en place des affichettes. Alors, on n'est pas expert de la communication, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, ce n'était pas de faire des affiches qui soient absolument magnifiques, etc. L'objectif, c'est que ces affiches, qui seulement parlent de l'utilisation des données de santé à des fins secondaires, soient simplement là comme objet intermédiaire qui permet de faire discuter les acteurs entre eux, permet de faire discuter, bien évidemment, à la fois les usagers, les représentants, ceux qui gèrent l'entrepôt de données de santé, les personnes, les professionnels du CHU, etc., pour en produire une information qui, bien sûr, va vivre en soi, mais qui permet aussi à chacun, dans cette participation, de monter en connaissance. Et il y a aussi un point qui était important, c'est que dans le cadre de la construction de cette affiche, nous avons mis différents partenaires. Il y a eu le CHU, qui a fait l'objet de sa demande. Il y avait évidemment France Asso Santé, qui est notre partenaire. Il y avait le SDATE, puisqu'on menait ce projet. Il y avait aussi, on a voulu intégrer la région, parce que la région, c'est aussi le territoire, donc je ne parle pas de l'ARS, je parle bien de la région, donc la région de Normandie, qui a d'ailleurs son Data Lab Normandie. Et donc, ça nous a permis de l'inclure, et on a inclus aussi la CNIL. Et ce que chacun, en fait, collectivement est ressorti de la mise en place de ces affiches qu'on a construites de façon extrêmement collaborative avec des étudiants en design thinking, etc., eh bien, on en est ressorti avec aussi cette compréhension et cette conviction qu'il ne faut pas seulement faire de l'information légale. Certes, la loi nous y oblige, il faut le faire, mais pour bien le faire, il faut aussi l'articuler et se donner les moyens de l'articuler avec de l'information qui est pédagogique. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'affiche. Donc, je vous ai donné l'exemple de la concertation, ça donne à voir de ce que l'on fait dans la direction citoyenne. Je vous ai donné l'exemple des affichettes et donc de l'information, ça donne également à voir de ce que l'on fait dans la direction citoyenne du SData Hub. Je pourrais vous donner d'autres exemples, je vais en prendre un dernier. On fait également des études de perception. Les études de perception, c'est aller à la rencontre de chacun pour savoir comment ils perçoivent le sujet des données de santé. Et ça, c'est absolument important d'avoir cette écoute parce que ça peut aussi contribuer à faire évoluer notre gouvernance ou aussi l'ensemble de nos actions. Et là, à titre d'exemple, il y a la construction du futur espace européen des données de santé, dans lequel, évidemment, le Health Data Hub est impliqué. Dans ce cadre-là, on a monté une e-concertation. C'est une concertation en ligne, enfin une consultation en ligne. Donc, il y a un questionnaire évidemment, demander aux gens ce qu'ils pensent du futur espace européen, des citoyens, j'entends, ce qu'ils pensent du futur espace européen des données de santé. Une grande majorité n'en pense rien. D'ailleurs, certains se sont permis de le mettre sur la toile et ils ont bien raison. Mais notre objectif aussi à travers ça, c'est de construire encore une fois, de se servir de ces questionnaires pour construire de l'information et les sensibiliser à l'existence de ce projet parce que si demain, ça va les concerner. Et l'objectif de notre information, c'est de faire en sorte que ces personnes se sentent concernées par ces sujets-là. Je vais peut-être conclure par un point. On pense souvent, quand on pense citoyen et données de santé, que le citoyen est très réfractaire ou craintif au partage des données de santé. De l'expérience que je finis par en avoir à force d'études et parce que je viens par ailleurs du monde associatif et puis de l'ensemble des échanges que je peux avoir, en spontané, les citoyens n'ont déjà pas forcément d'avis sur le sujet, contrairement à ce qu'on pense. Et on a mené récemment une étude, enfin une conférence de consensus avec 70 citoyens venant de toute la France. Là aussi, il en est ressorti quelque chose d'assez exemplaire, c'est que les citoyens sont plutôt favorables en spontané au partage et ont envie qu'on leur explique à quoi servent les données de santé. Et ça, je pense que c'est un point important, et c'est presque mon mot de conclusion, c'est d'éviter, je pense qu'il y a un message, presque un plaidoyer à faire valoir, qui est éviter de craindre les craintes que pourraient avoir les citoyens. Parce que selon la façon dont on les interroge et selon la façon dont on dialogue avec eux, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un fantasme associé à l'opinion qu'ils pourraient avoir et qui n'est pas tout à fait proche de la réalité, en tout cas pas proche de nombreuses personnes et de citoyens donc, que je côtoie au quotidien et d'associations de patients. Et je voudrais qu'on sortir en tout cas de ma présentation avec ce message en fait qui est positif et qui est de dire en fait les citoyens ils sont très en attente qu'on leur explique
à quoi servent ces données. Et quand elles comprennent à quoi ça sert, eh bien là, je peux vous dire les citoyens sont plutôt en attente qu'on accélère le mouvement pour pouvoir monter des projets d'utilité publique. Merci beaucoup de votre écoute et je peux répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez. Alors moi, je vais peut-être faire un petit commentaire parce que en fait, sur le terrain, voilà, dans un hôpital lambda, par exemple, je prendrais notre centre de référence où on reçoit d'ailleurs des personnes malvoyantes, donc elles vont pas forcément voir l'affichette. Donc ça, c'est déjà, l'accessibilité de l'information est quelque chose d'important. Donc il faudra certainement peut-être penser à une déclinaison de modes de communication. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut être sûr que l'information va être vraiment accessible à tous ? Je dis ça parce que vous avez dans les services, les médecins ils sont occupés, vous allez avoir des secrétaires qui vont changer tous les 3 mois, qui seront pas du tout forcément au courant, etc. Et finalement, parce que tout ce que vous avez dit est très intéressant, très dense, et pour des personnes qui vont aller vouloir chercher l'information, ils vont la trouver. Mais le citoyen lambda qui arrive dans un service, un centre de référence, est-ce que vous pensez qu'il va s'intéresser au fait que il a son problème à lui, il est très concentré sur son avenir, sur sa santé. Est-ce que vous pensez que il va avoir accès à cette information? Enfin, voilà, moi c'est vraiment en pratique. Je me demande si l'affichette ça suffit. Parce que finalement, il y a des affichettes partout sur plein de sujets. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas d'autres modes de communication? Première question. Je vais complètement dans votre sens. Pour un tas de raisons. La première, c'est que moi, quand on m'a dit, le premier sujet était de faire l'affichette, je leur ai dit, bon, déjà, je ne viens pas de la communication et du marketing. Et puis en plus, je me prends comme cobaye, je vais dans une salle d'attente, moi je suis sur mon téléphone portable. Puis en fait, quand je lève les yeux, je regarde les autres qui sont eux-mêmes sur leur téléphone portable. Je ne crois pas du tout à l'affiche. En fait, par contre, ce à quoi je crois, c'est que quand on la construit pas seul, justement. On ne fait pas avec le prestataire qui va faire la chose dans son coin et qui va vous ramener la fiche et elle est magnifique. Non, en fait, vous travaillez avec un ensemble d'acteurs. Vous la construisez de façon collaborative. L'affiche, vous pouvez la mettre en ligne. Nous, on a fait des concours avec cette affiche. Les gens pouvaient voter sur le fond de l'affiche, ils pouvaient voter sur les slogans. Ce qui compte pour moi dans ce sujet-là, c'est que l'affiche devienne un objet intermédiaire de dialogue, de discussion et de construction de la connaissance. Et ça, c'est absolument essentiel. Il y a un deuxième point que vous soulignez, et ça, j'en suis aussi convaincue. Et ça, j'en suis convaincue peut-être parce que c'est de mon milieu d'origine et que quand je les questionne sur ce qu'ils pensent du travail, etc., et qu'ils pensent que je travaille à l'assurance maladie, alors que je travaille au Health Data Hub et que ça fait plus de 3 ans, je me dis, bon, effectivement, je ne vais pas les regarder de travers, ma famille, mais je le prends comme un résultat. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est de dire, peut-être qu'ils ne se sentent pas en fait suffisamment concernés par le sujet. Et comment on fait pour les embarquer? Alors, on les embarque en mettant en place une panoplie d'outils différents. Je prends un exemple et on fait en sorte qu'ils se sentent concernés en approchant et en abordant leur façon de voir et de parler. Je ne prends qu'un exemple. Il ne fait pas tout, mais il, à mon avis, peut contribuer au moins un petit peu, et c'est déjà pas mal. La formation citoyenne dont je parle. On a fait le tout départ de cette formation citoyenne, c'est un premier programme, c'est sur le SNDS, donc sur le Système national des données de santé. En fait, ces formations, elles existent déjà. Si vous regardez, vous allez trouver éventuellement des formations qui vont vous dire le SNDS, c'est très simple, c'est une constellation de base, et vous avez le PMSI, le CEPIDC, le tatata, etc. Qu'est-ce que vous voulez intéresser un citoyen si vous abordez le sujet de cette façon? Le citoyen, il veut une chose simple, il veut que vous partiez de son expérience à lui. Son expérience, il l'a. Son expérience, c'est laquelle? C'est je me retrouve avec un problème, j'appelle mon médecin, je vais chez le médecin. Chez le médecin, je lui dis que je ne vais pas bien, que j'ai mal à la gorge. Ok, c'est une angine, très bien. Je ressors avec une ordonnance. Je file à la pharmacie. À la pharmacie, je donne mon ordonnance. Je récupère finalement le médicament qui va bien pour mon angine. Je vous donne peut-être pas d'ailleurs le bon exemple. Je prends de l'homéopathie. Et puis après, je vais me soigner, mais ça se finit à l'hôpital, etc. Bref. Et là, ce qu'on leur raconte, et dans de ton expérience, qu'est-ce qui se retrouve dans le système national des données de santé? Eh bien, par exemple, il va se retrouver que comme ton médicament a été remboursé, on le retrouve dans le système national des données de santé, mais comme l'homéopathie ne l'est pas, ça ne l'est pas. Je vous donne un deuxième exemple.
dans notre quotidien, d'experts, en tout cas de personnes qui sont très au fait de ces sujets-là, quand on parle de l'accès aux données, l'accès, on entend immédiatement dans notre psychique le sujet de la réglementation. Quelles sont les étapes réglementaires pour pouvoir accéder aux données? Quand vous interrogez les personnes dans la rue, l'accès aux données, c'est pas ça du tout. L'accès aux données, c'est qui est la personne qui est derrière son ordinateur, qui appuie sur le bouton pour voir ma donnée. Quand vous rentrez et que vous construisez des programmes de formation qui rentrent à la fois par l'expérience des gens, par leur façon de comprendre les mots, par leurs fantasmes aussi, leurs préoccupations, mais leurs fantasmes aussi les plus positifs, et bien là, vous commencez au moins à les intéresser, à avoir envie de suivre vos formations. Et j'en ai pour preuve, on a fait le premier webinaire sur la formation au Système national des données de santé. Il y avait 800 inscrits. Dans ces 800 inscrits, il y avait, oui, en effet, des citoyens. Je ne prétends absolument pas que ça permettra, moi, si je prends à l'échelle de ma rue et que je sonne auprès de chacun de ses habitants, je pense que personne n'est venu à ma formation. En effet, ce n'est que 800 personnes. Mais néanmoins, c'est en multipliant les actions de ce type, affichettes, concertation, formation, etc., que de façon complémentaire, on va finir par intéresser les personnes. Le vrai sujet, il est peut-être politique, il est peut-être de faire comprendre un seul message qui est, avant de parler de toute cette complexité d'entrepôt, de trucs, de machin, est-ce qu'on ne peut pas juste faire une acculturation à un seul sujet? Les données de santé peuvent servir à la recherche. Et est-ce que l'ensemble des acteurs, la CNIL, la CNAM, les associations de patients, l'éducation nationale, le Health Data Hub ne pourraient pas se mobiliser déjà sur cette étape-là? Ce serait assez formidable. Et en fait, ils commencent déjà à le faire. Et pour preuve, la CNIL a lancé des premiers webinaires sur le sujet, et donc c'est assez formidable. Pour ce qui est de l'éducation nationale, ils nous ont sollicité pour pouvoir inclure 1 heure sur ce sujet-là dans le cadre de la formation qui est, alors j'ai plus le bon terme, mais c'est la formation de 8 heures sur le numérique où il y a les fake news et un ensemble de choses, et ils voudraient y placer ce sujet-là. Ça fait longtemps qu'on est en discussion avec eux, et pour preuve, ça fait même 3 ans, et c'est pas encore acté. Donc ça fait 3 ans que je dis ils sont intéressés. À un moment donné, je pense que ça finira par se faire, mais il faut effectivement que l'ensemble des acteurs se mobilisent sur ce point. Mais c'est un avis qui est relativement personnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, en tout cas, je pense que là, vous nous avez convaincus de la pertinence de cette communication, et on vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Et on se réjouit donc de voir ces documents-là qui viennent dans 1 semaine, c'est ça? Oui, et donc il y a on fait un colloque sur la restitution de cette concertation qui aura lieu le 11 juillet. Toutes les informations sont sur le site du Health Data Hub, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça promet d'être passionnant. D'accord, très bien. Alors, il y a une question, une ultime question. Bonjour, j'avais une question à propos des représentants de patients au sein des comités éthiques. Pardon, je suis le docteur Maxime Vac, je suis responsable de l'entrepôt de données de l'hôpital des 15-20. Par rapport aux représentants de patients dans les comités éthiques, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant, voire souhaitable, qu'il y ait une durée limitée de participation? Par là, j'entends que le représentant des patients ne vienne pas trop habitué en fait au fonctionnement, et qu'on puisse retrouver un peu de entre guillemets naïveté en ayant un représentant de patient qui viendra avec plus des revendications, plus de patients lambda, on va dire. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il y a. En fait, c'est l'ensemble des questions qu'on s'est posées, et c'est pour ça qu'on a fait la fiche mission. Et c'est aussi pour ça que France Assos Santé propose en fait des ateliers d'échange pour s'assurer que l'usager qui est dans ce comité éthique et scientifique conserve systématiquement sa place. Sa place, c'est pas son siège. C'est bien le rôle qui lui appartient, qui lui est demandé. Et le rôle qui lui appartient, qui lui est demandé, c'est de ne pas défendre la pathologie qu'il représente, ou seulement donc son association, mais l'ensemble en fait des usagers du système de santé. C'est de rester sur le critère de l'utilité publique, qui est absolument essentiel. Et c'est absolument, comme vous le soulignez, pas évident, parce qu'à force d'y être, à force d'échanges, de type d'échange, de familiarité, etc., eh bien un glissement peut s'opérer. Et il faut toujours une sorte de rappel à l'ordre, et ça c'est absolument nécessaire pour que, mais c'est pas que le propre des usagers, c'est aussi
aussi le propre de l'ensemble des personnes d'une animation, en fait, d'un comité éthique et scientifique. C'est un équilibre à trouver et qui n'est pas toujours nécessaire. Et ça, c'est inscrit effectivement dans la fiche mission et qui, donc, je le rappelle, a permis, en fait, cette offre de service dont l'accompagnement au quotidien, en fait, de façon régulière, des personnes qui souhaiteraient avoir des échanges pour bien retrouver leur rôle. Merci pour cette réponse. Et en fait, vous n'avez pas de difficulté pour trouver des représentants, si je comprends bien. Il n'y a pas de difficulté pour trouver des représentants. Après, je pense qu'une question, en tout cas, que j'avais soumise et que je trouve reste entière, mais vous allez vite comprendre que du fait des partenaires, ce n'est pas une question à laquelle on a pu répondre suffisamment, de façon apaisée. Le sujet, c'est aussi de se demander, est-ce que dans ces comités, ce doit être des représentants d'usagers du système de santé ou pourrions-nous nous poser la question de citoyens? Le sujet appartient à tous. Donc, c'est une question entière. Elle n'a pas été traitée dans le cadre de cette concertation et je pense que ça pourrait être intéressant, au moins de la poser. Je ne dis pas qu'il y a de réponse toute faite, mais je trouve que la poser et justement permettrait, c'est une question pour moi éthique, voilà, que soulève le sujet des comités éthiques et scientifiques, notamment dans les entreprises. Oui, là, je vous rejoins complètement parce que je pense qu'effectivement, il y a certainement un biais sur ces personnes et que des représentants des citoyens lambda qui ne soient pas du milieu associatif, ce serait aussi une excellente chose. Est-ce qu'il y a encore une question ou un commentaire ? Je ne crois pas. En tout cas, Madame Guillot, je vous remercie vraiment vivement pour votre topo. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on va vous réapplaudir et vous remercier. Voilà, merci beaucoup.